actuellement, c'est-à-dire la télévision. Et puis il y a l'ordinateur personnel. Aujourd'hui, une famille sur deux en est équipée. Alors a priori, l'histoire de l'ordinateur, ça peut faire un peu peur, mais ce que vous allez découvrir maintenant est tout simplement incroyable. C'est l'histoire d'un jeune hippie californien qui voulait devenir le maître du monde. Il s'appelle Steve Jobs. Il est à la fois le père du Macintosh et le père de l'iPod, le baladeur musical. Derrière tous ces produits, vous allez découvrir qu'il y a un monde très cruel où tous les coups sont permis. Voici l'histoire du patron le plus rock'n'roll de la planète, une enquête signée Lauren Klein. Vous avez sûrement déjà vu ces silhouettes omniprésentes à San Francisco, comme dans toutes les grandes villes du monde. Elles assurent la promo d'un objet devenu culte. Un petit baladeur numérique, pas plus grand qu'un paquet de cigarettes, il révolutionne la manière d'écouter de la musique. Et en 4 ans, il a déjà conquis plus de 15 millions d'adeptes. Excusez-moi, vous le trouvez comment votre baladeur? C'est facile, j'ai toute ma musique dessus, je peux l'emmener partout. C'est génial, c'est la meilleure invention jamais faite. Je l'adore. Ce baladeur est un vrai phénomène culturel et derrière, il y a une multinationale. Apple, connu pour ses ordinateurs au design original, une marque qui déchaîne la passion, des fidèles, irréductibles. La moindre ouverture d'un de ses magasins tourne à l'émeute. Que ce soit à Tokyo, Londres ou ici à San Francisco, les mêmes scènes d'hystérie collective. Des milliers de fidèles qui rêvent d'y croiser leur gourou, le patron vénéré, Steve Jobs, ici à droite de l'écran. Adulé par ses fans, tel une star de rock, un phénomène d'une ampleur inégalée pour un chef d'entreprise qui n'hésite pas à se mettre en scène dans des shows mégalomanes. Regardez-moi ça, je peux pivoter l'écran du bout des doigts. Steve Jobs se voit comme l'un des plus grands leaders culturels ou politiques de notre temps. Selon lui, il n'y a que quelques grands hommes dans l'histoire, Shakespeare, Newton, très peu. Et il se voit comme l'un d'eux. Et le reste de l'humanité, ce sont des fourmis, sans valeur et sans intérêt. Steve Jobs, c'est l'histoire d'une incroyable réussite, celle d'un homme qui voulait dominer le monde grâce à l'informatique. C'est au nord de San Francisco, au cœur d'une petite vallée californienne parsemée de champs de pommiers, que débute en 1955 la vie de Steve Jobs. Il grandit à Cupertino, un quartier résidentiel, dans ce petit pavillon de banlieue. Ses parents sont de conditions modestes, ce qui n'empêche pas le jeune Steve de s'imaginer un grand destin. Il n'avait pas d'argent, vivait chez ses parents. Mais il avait quand même la conviction qu'il allait changer le monde. Et pour changer le monde, il a une idée, ce sera l'informatique. Il faut dire que sa région natale est le berceau de ce secteur, alors en plein essor. À seulement quelques kilomètres du pavillon des Jobs, des dizaines de sociétés informatiques se sont implantées dans ce qu'on appellera plus tard la Silicon Valley. Comme de nombreux adolescents de son quartier, Steve se passionne pour l'électronique. Mais pour changer le monde, ça paraît plutôt mal parti. C'était un amateur, un bricoleur du dimanche dans l'électronique, mais il n'était pas vraiment doué. Il est dépourvu de talent en la matière, mais une rencontre va changer le cours des choses. Il se lie d'amitié avec un voisin de 5 ans son aîné, Steve Wozniak. Les deux copains partagent la même passion pour l'électronique, à une différence près, Wozniak, lui, s'avère nettement plus doué. Dans un quartier privilégié de Los Gatos, en Californie, nous avons retrouvé chez lui Steve Wozniak, le complice de l'époque, aujourd'hui âgé de 55 ans. Il se souvient que plus jeune, il passait tout son temps libre à bricoler. Yeah, good boy. Oh, there comes little Z. Z.
J'étais génial, vraiment génial. Pendant des années, j'ai trouvé des solutions dingues dans ma tête. C'est difficile à croire tout ce que j'ai fait, ou même d'expliquer comment je l'ai fait. En fait, j'ai essayé pendant des années de toujours me dépasser, et ce sans jamais lire le moindre bouquin. Ces prouesses du passé, Steve Wozniak n'en revient toujours pas lui-même. Il faut dire qu'il y a de quoi, c'était un génie, très précoce. À 3 ans, il sait déjà lire. À 7 ans, il fabrique de ses mains sa propre radio. À 13 ans, l'électronique n'est déjà plus un secret pour lui. L'adolescent enchaîne les inventions. Sa plus étonnante, c'est la Blue Box, la boîte bleue, le premier téléphone qui permet de passer des coups de fil illimités sans jamais rien payer. Vous émettiez certaines tonalités particulières de votre téléphone et alors il vous connectait à n'importe quelle ligne téléphonique dans le monde et tout ça sans facture. Le procédé fonctionne parfaitement mais c'est illégal. Il ne peut donc rien en faire. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il va inventer la machine du futur. Voici son invention. Cette caisse en bois fabriquée avec les moyens du bord, c'est le premier ordinateur personnel de l'histoire. L'aspect est plutôt rustique et pourtant c'est révolutionnaire. Nous sommes alors en 1976 et à l'époque, les ordinateurs ressemblent encore à ça. De grosses machines qui remplissent des salles entières, pas de clavier ni d'écran, on est bien loin de votre micro-ordinateur. Comparé à ces mastodontes, la petite machine de Steve Wozniak est une avancée spectaculaire. Mais il ne s'en rend pas compte. Il va falloir qu'il la présente à ses amis, et notamment à Steve Jobs, pour qu'il réalise la portée de son invention. Sur une table, j'ai installé un écran et mon nouveau prototype d'ordinateur pour impressionner mes amis. Tout le monde s'est installé autour, franchement bluffé qu'avec si peu de pièces, j'ai réussi à créer un ordinateur. Steve Jobs est bluffé. Pour lui, c'est même une révélation. Il n'a dès lors qu'une idée en tête, vendre cet ordinateur. Steve Wozniak se souvient que son jeune ami, qui n'a que 21 ans, se révèle particulièrement déterminé. Steve voulait vraiment le vendre. Moi, je n'y avais jamais pensé. Je lui ai répondu, et si on perd de l'argent? Steve m'a dit, ce n'est pas grave, on aura au moins créé notre boîte. Et il a tout de suite trouvé le nom d'Apple. Quel nom magique. Steve Jobs veut donc créer avec son ami une entreprise de micro-ordinateurs dont il a déjà le nom, Apple, pomme en anglais. Mais d'où lui vient cette étrange idée? Steve Jobs a été très marqué par le mouvement hippie qu'il a découvert à la fac quelques années plus tôt. Il adhère alors aux idéaux de cette génération qui rêve de changer le monde. Musique contestataire, drogue, Steve expérimente les voies alternatives à l'ordre établi. Un copain de cette époque, Dan Kotke, se souvient qu'ils passaient tout leur temps libre dans une ferme communautaire. Steve, ma copine et moi, et d'autres amis, on a passé beaucoup de temps dans cette ferme. C'était une ferme de pommiers et on récoltait des pommes. On était des végétariens radicaux à l'époque. On mangeait uniquement des pommes. Et voilà pourquoi, en référence à la contre-culture hippie, Steve Jobs choisit comme logo pour leur entreprise cette grosse pomme. Le petit morceau croqué à droite, c'est pour éviter qu'on ne la confonde avec une tomate. Le jeune patron hippie doit maintenant trouver des clients intéressés par cet ordinateur Apple I. Il part aussitôt des marchés et va très vite obtenir une première commande, 100 appareils au Byte Shop, un de ces tout premiers magasins spécialisés en informatique de la Silicon Valley. Ce jour-là, selon le biographe Owen Litzmeyer, Steve Jobs dévoile ses talents de vendeur hors pair. Son premier contrat est déjà un petit exploit. Imaginez un jeune hippie barbu avec un short, des sandales, qui espère récupérer des dizaines de milliers de dollars pour des ordinateurs pas encore construits sur un marché inexistant. À l'époque, il n'y avait pas de marché de micro-ordinateurs. Seulement ces deux mecs avec des rêves plein la tête dans un garage. Et quand Steve Jobs annonce à son associé qu'il vient de signer cette première commande de 100 ordinateurs, celui-ci n'en revient pas.
Quand Steve a décroché une commande pour 100 ordinateurs à $500 pièce, ça faisait $50 000 de commande. C'était le double de mon salaire annuel. Un chiffre énorme, un vrai choc financier. Les premiers $50 000 dans les caisses restent tout de même à fabriquer les ordinateurs. Et là, c'est le système D. Le copain des années hippies, Dan Kotke, est aussitôt embauché. Il devient le premier employé d'Apple. 29 ans plus tard, il nous amène sur son premier lieu de travail. Nous sommes à Cupertino. Nous sommes presque arrivés là. C'est à Cupertino qu'ils ont installé le siège social de la société. Dans ce pavillon, la maison des parents de Jobs. Voilà où j'ai passé tout l'été 76. Apple a commencé dans la chambre de la sœur de Jobs, puis on a déménagé dans le salon. En fait, on fabriquait les Apple I sur la table du salon avant de s'installer dans le garage. Dan va travailler plusieurs mois dans ce garage, devenu depuis un lieu mythique de l'Amérique. Il n'y connaissait rien à l'informatique, Jobs l'a engagé pour faire des soudures, payé $3,25 de l'heure, plutôt un bon salaire à l'époque pour un simple technicien. À l'époque, je ne connaissais rien dans l'informatique. Je donnais juste un coup de main. Par contre, les deux Steve avaient un plan précis. Je ne comprenais rien de leur projet, je cherchais juste à les aider. Une entreprise qui bricole dans un garage, des dirigeants aux dégaines de hippies, les premiers pas de la société Apple sont plutôt folkloriques. Mais leur ordinateur, Apple I, rencontre un vrai succès d'estime. En quelques mois, il s'en vend plus de 200 exemplaires. Pas si mal pour un appareil accessible alors aux seuls mordus d'informatique. Son aspect est plutôt sommaire, l'Apple I est vendu sans écran. Ses utilisateurs doivent se débrouiller tout seuls pour se raccorder à une télé et pour réussir à le faire marcher, de vraies compétences d'informaticiens et de bricoleurs s'avèrent indispensables. On ne peut pas dire que l'Apple I était totalement un ordinateur personnel, car il fallait s'y connaître en informatique pour l'acheter. Il fallait savoir connecter des fils selon des plans, savoir le connecter à un écran ou à votre propre téléviseur, et savoir raccorder le tout à une alimentation électrique. Bref, il fallait être pas mal calé en informatique pour pouvoir le faire fonctionner. Steve Jobs comprend vite que cette clientèle d'accros est bien trop limitée. Son ambition, vendre des micro-ordinateurs au grand public. Alors il va demander à Wozniak de perfectionner sa première invention pour la rendre accessible au plus grand nombre. L'inventeur se met aussitôt au travail et quelques semaines plus tard, il rend sa copie. Voici son projet, Apple II. Dans ce cahier, j'ai écrit tous les codes du programme qui faisait fonctionner l'Apple II. Toutes ces notes sans une seule erreur. Vous deviez être fier. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais oui, je suis fier. Très fier. La technologie est donc de Wozniak, mais cette fois-ci, tout le reste est sorti de l'imagination de Steve Jobs. D'abord, le design. Avec l'Apple II, fini l'aspect bricolé. Celui-ci est assemblé dans une coque en plastique, livré avec un écran et un lecteur de disquette. Jobs vient de transformer une obscure machine en objet de consommation de masse. L'Apple II était révolutionnaire parce que c'était le premier ordinateur vraiment complet. Il y avait juste à le sortir de sa boîte et c'était prêt à démarrer. C'est déjà un vrai produit de consommation. Reste à convaincre les familles américaines de laisser rentrer chez elles ces nouvelles machines. Et pour ça, Steve Jobs a une recette, la pub. Voici sa première campagne, parue dans tous les grands magazines. L'Apple II est mise en scène au cœur de la vie domestique. De chez lui, monsieur peut consulter ses actions en bourse. En cette fin des années 70, c'est encore de la science-fiction. Mais la vision de Jobs est prémonitoire, 20 ans avant l'ère Internet. Andy Hertzfeld est alors un jeune ingénieur recruté pour travailler sur l'Apple II. Il se souvient comment, dès sa mise en vente, cette nouvelle machine a très rapidement quitté l'anonymat. À l'époque, le fait de vendre 1000 ordinateurs par mois, c'était énorme. Apple était vraiment ravi de vendre autant d'ordinateurs dès la première année.
Fièrement, les deux fondateurs posent pour la postérité. En ce début des années 80, leur aventure tourne à la success story. Seulement 4 ans après leur début dans un garage, la petite entreprise s'est transformée en une firme incontournable de la Silicon Valley. L'intuition de Jobs s'est vérifiée. Son ordinateur a conquis l'Amérique, déjà 300 000 exemplaires vendus. Et suprême reconnaissance, il équipe les écoles. C'est sur un Apple II que les jeunes Américains apprennent alors l'informatique. Fin 80, la jeune société entre même en bourse. Et c'est un plébiscite. Près de 5 millions d'actions Apple s'arrachent en quelques minutes. La valeur de la société bondit de 32% dès le premier jour. Aussitôt, les deux jeunes Steve deviennent millionnaires. Jobs, 25 ans, Wozniak, 30 ans. À eux deux, ils pèsent plus de 300 millions de dollars. Leur train de vie évolue. Voici la Porsche de Wozniak, immatriculée Apple II. Je pensais que je n'aurais jamais l'argent pour acheter une maison ou pour passer des vacances agréables à Hawaï. J'en étais vraiment persuadé. Et puis, du jour au lendemain, j'ai eu carrément tout. Oui, c'était vraiment un sentiment très agréable. Mais progressivement, le génial inventeur s'écarte de l'entreprise, car il préfère se consacrer à ses passions, bricoler de drôles d'inventions ou même organiser de gros concerts de musique folk. Pour Steve Jobs, en revanche, l'aventure ne fait que commencer. Le jeune patron de cette première start-up de l'histoire devient le chouchou des médias. Icône d'une nouvelle génération, il fait la une des plus grands magazines, présenté en gourou de la Silicon Valley. Et il fascine jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Voici comment la télé française le présente au début des années 80. L'exemple à suivre, le but à atteindre ici, c'est l'employé qui devient millionnaire en créant sa propre entreprise. C'est justement le cas de Steve Jobs, inventeur des micro-ordinateurs Apple. Il fait la une de Time Magazine à l'âge de 27 ans. Il pèse déjà des centaines de milliers de dollars et il devient un vrai héros de notre culture contemporaine. Steve Jobs, qui déjà ne brillait pas par sa modestie, va devenir complètement mégalo. Ce qu'il souhaite maintenant, c'est devenir le leader incontesté du monde informatique. Une ambition pour le moins présomptueuse. Nous sommes en 1981, IBM domine encore le secteur. C'est même à l'époque la plus grosse multinationale de la planète. Avec plus de 350 000 employés, elle fabrique alors la plupart des gros systèmes informatiques. Et cette année-là, ce géant de l'informatique décide de s'attaquer à son tour au marché des micro-ordinateurs en lançant l'IBM PC, largement inspiré de l'Apple II. L'arrivée de ce puissant concurrent a de quoi inquiéter la marque à la pomme. Andy Hertzfeld se souvient pourtant que l'IBM PC n'a pas vraiment inquiété Jobs et ses équipes. L'ambiance au siège tournait même à l'arrogance. On s'est précipité pour l'acheter, et puis on l'a démonté. Et on était morts de rire à quel point c'était nul. Au départ, les gens d'Apple, quand ils ont découvert le PC, ils ont trouvé que c'était de la merde. Il ne permettait de rien faire d'intéressant, son graphisme était moins bien, il n'avait pas de bon logiciel. En fait, pour eux, c'était vraiment qu'une grosse boîte très moche. Steve Jobs a beau mépriser le PC, celui-ci se vend bien. Rapidement, il grignote même des parts de marché à l'Apple II. Une réussite qui tient alors en 3 lettres. Mais cette boîte pas très belle avait les lettres IBM écrites dessus. Et pour beaucoup de monde à l'époque, IBM c'était la valeur sûre. Et ils voulaient tous acheter du IBM à tout prix, quelle que soit la qualité de la concurrence. Touché dans son orgueil, Steve Jobs va réagir. Convaincu de sa supériorité, il veut écraser IBM. Cela devient alors son obsession. Et pour mener cette guerre, il va d'abord recruter un businessman, et pas n'importe qui. John Sculley, le président de Pepsi Cola. L'homme s'est fait connaître en bousculant une multinationale, Coca-Cola. L'association des deux hommes est un événement. Business Week en fait même sa une, leur plan pour s'attaquer à IBM. Steve Jobs ne doute de rien, pour preuve la manière dont il a convaincu Sculley de le rejoindre. Jobs a une phrase célèbre pour convaincre Sculley de le rejoindre à Apple. Il lui a demandé « Vous comptez vendre toute votre vie de l'eau sucrée ou vous voulez changer le monde avec moi ?» Steve Jobs peut, maintenant que Sculley a pris les commandes, se consacrer entièrement à la réalisation du projet de sa vie. Un ordinateur si avant-gardiste
qu'il doit surpasser définitivement le concurrent IBM. Son nom, le Macintosh. Pour le concevoir, il exige un dévouement total de la part de ses équipes. Les ingénieurs d'Apple doivent se plier à tous les sacrifices. Andy Hertzfeld n'en a pas gardé que des bons souvenirs. Steve m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu travailles sur le Mac maintenant. J'ai dit, génial. Donne-moi juste la journée pour terminer ce projet sur l'Apple II. Il a répondu, quoi? Quel projet? Qu'est-ce qui peut être plus important que le Mac? Je lui ai expliqué mon projet et Steve a dit, mais c'est nul. Ce projet-là va nulle part. Tu commences à travailler sur le Macintosh tout de suite. Et puis il a carrément débranché mon ordinateur et j'ai donc perdu tout le travail que j'avais fait dans la journée. Et il ne s'est pas arrêté là, il est parti avec mon Apple II sous le bras. Il poussait ses équipes jusqu'au bout. Il a même fait faire des t-shirts pour les gens qui travaillaient sur le Mac avec écrit dessus « 90 heures de travail par semaine » et j'adore ça. 90 heures de travail par semaine. Après 3 ans à ce rythme intensif, le Macintosh est enfin prêt. Date de sortie prévue, janvier 1984. Steve Jobs va se servir de cette date comme d'un symbole dans son combat contre IBM. Car 1984, c'est aussi le titre d'un roman de George Orwell, une œuvre d'anticipation qui dénonce une société totalitaire dominée par un dictateur appelé Big Brother. Pour le lancement du Macintosh, il veut s'en inspirer. Alors il fait appel à l'un des plus grands réalisateurs, Ridley Scott, pour tourner une pub au message très explicite. On y voit des hordes d'hommes tout gris qui marchent le regard complètement hagard en direction d'un auditorium pour écouter le discours de Big Brother. En fait, dans la vision du monde d'Apple, Big Brother, c'est IBM. Et Apple tient le rôle du sauveur. Les esclaves du spot représentent alors tous les employés condamnés à utiliser dans leur entreprise des ordinateurs IBM. La jeune sprinteuse rebelle à l'autorité du dictateur représente évidemment le Macintosh. Apple vient libérer le monde de ces gros ordinateurs, de toutes ces machines et ces systèmes informatiques qui envahissent les entreprises, de toutes ces choses si ennuyeuses. Le 24 janvier, Apple va lancer le Macintosh. Vous verrez pourquoi 1984 ne ressemblera pas à 1984. Si le Macintosh n'apparaît pas dans cette pub, c'est parce que Steve Jobs veut se réserver ce privilège, présenter lui-même son œuvre au monde entier. Andy Hertzfeld se rappelle de ce fameux 24 janvier 1984, jour de la présentation du Macintosh. J'espère que l'on peut voir sur ces images le monde qu'il y avait. Les gens étaient fous de joie. Ce jour-là, Steve Jobs, devant une salle comble, organise son propre sacre. Vous venez de voir des images du Macintosh. Maintenant, j'aimerais que vous le voyiez en personne. Dans un énorme show à l'américaine, tout à sa gloire et à celle de sa créature, il veut faire la démonstration de son avancée technologique qui lui permet d'enfin humaniser les rapports avec l'ordinateur. Ce qui frappe l'assistance, c'est de découvrir sur l'écran géant les progrès de l'animation et du graphisme. Pour la première fois, un ordinateur permet même de dessiner. Pour l'illustrer, un portrait de lui-même et encore plus mégalo, écoutez bien ce qu'il fait dire à sa machine. C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente quelqu'un qui est comme un père pour moi, Steve Jobs. Steve Jobs a du mal à cacher son émotion, persuadé que son bébé va lui permettre de surpasser IBM et de devenir le maître du monde. Vous avez vu là? Oh, il est en train de pleurer. À 29 ans, il est alors au zénith, et pourtant sa chute est imminente. Elle sera terrible. À ce moment-là, il ne se doute même pas qu'il va tomber. Il faut dire que tous les signaux sont au vert. La presse unanime présente alors sa créature comme une révolution. Et du côté des ventes, pas plus de raison de douter. On s'arrache le Macintosh malgré un prix de vente très élevé, 2 500 $, le double des appareils concurrents d'IBM.
Le Macintosh a été un énorme succès dès sa sortie. Il a vraiment attiré tous les gens qui trouvaient que l'ordinateur, c'était trop compliqué. Un produit qu'Apple destinait aux non-initiés. Ce qui le distingue donc de tous ses concurrents, c'est sa très grande facilité d'utilisation. Même un enfant peut le faire fonctionner, grâce à quelques trouvailles révolutionnaires, comme son fameux petit appendice, relié par un fil, la souris. Jusqu'ici, ça n'existait pas. Idem pour les icônes, les menus ou les fenêtres. Ils font leur première apparition sur un écran d'ordinateur. Tout cela est possible grâce au cerveau du Macintosh, ce qu'on appelle son système d'exploitation. Et de la vie générale, il a alors 10 ans d'avance sur son concurrent IBM. Voilà pourquoi Steve Jobs est alors persuadé d'avoir gagné son pari, d'être enfin arrivé au sommet, seul, sans rival. Et pourtant, il y a un hic. Aveuglé par sa rivalité avec le géant IBM, il n'a pas vu qu'un réel danger le menace. Il s'appelle Bill Gates. Un jeune crack de l'informatique. Il a le même âge que Steve Jobs, 29 ans, et comme lui, il a créé très jeune sa propre entreprise informatique, Microsoft. Mais à la différence du fondateur d'Apple, il ne dirige alors qu'une petite PME. Microsoft n'était pas encore la grosse multinationale qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, Microsoft était même beaucoup plus petit qu'Apple. Microsoft, contrairement à Apple, ne fabrique pas d'ordinateurs, mais seulement des programmes, comme les systèmes d'exploitation, les fameux cerveaux des machines. Bill Gates est à l'époque vraiment impressionné par celui qui équipe le Macintosh. Il n'hésite pas publiquement à en faire l'apologie. Pour devenir une référence incontestée, il faut un ordinateur qui ne soit pas seulement novateur, mais un ordinateur qui fasse rêver. Et de tous les ordinateurs que j'ai vus, il n'y a que le Macintosh qui ait atteint ce niveau. Personne ne se doute alors que Bill Gates a un projet derrière la tête, percer le secret du Macintosh. Car il veut fabriquer sous sa propre marque un système aussi évolué, avec l'idée de le vendre aux concurrents d'Apple. Alors comment va-t-il s'y prendre? Depuis quelque temps, Bill Gates travaille régulièrement pour Apple en lui fournissant des logiciels. À l'époque, les ingénieurs du groupe ne se méfient pas de ce petit fournisseur. Celui-ci va en profiter pour discrètement s'informer sur les secrets du Macintosh. Je me souviens la première fois que nous avons montré le Macintosh à Bill Gates. Eh bien, c'est comme si on lui montrait son propre avenir. Ils vont mettre du temps à réaliser. Pourtant, Bill Gates se montre de plus en plus curieux. Tout ce qui concerne le Macintosh l'intéresse, notamment la souris, son fonctionnement l'intrigue. Alors il pose beaucoup de questions, trop de questions. Un jour, Steve Jobs surprend Bill Gates en plein interrogatoire. J'étais sur le point de lui expliquer comment marchait la souris, et Steve a pressenti ce que j'allais dire. Et donc, il a hurlé « Ferme-la !» très fort. Et apparemment, il n'a pas dû voir que j'avais compris, et donc il l'a redit « Ferme-la !» encore plus fort. Et tout le monde l'a regardé, du genre « Message reçu ?» Steve Jobs a raison de s'inquiéter, mais c'est déjà trop tard, le mal est fait. Quelques mois plus tard, coup de tonnerre, les ordinateurs PC ont miraculeusement rattrapé une bonne partie de leur retard. Ils ont adopté menu déroulant et souris. Tout cela grâce à un nouveau programme signé Microsoft. Bill Gates vient de sortir son propre système, Windows, directement inspiré du cerveau du Macintosh. Quand Jobs s'en est rendu compte, j'étais dans le bureau avec lui. Et il a dit « Je veux voir Bill Gates dans mon bureau avant le coucher du soleil !» Parce qu'il voulait lui hurler dessus. Et quand Gates est arrivé face à lui dans son bureau, Jobs a hurlé « Tu as copié le Mac, tu nous as trahis. Comment peut-on continuer de travailler avec toi? Comment peut-on te faire confiance à nouveau ?» Et Steve, c'est pas facile de se battre avec lui. Il peut être très intimidant, voire agressif. Mais je me souviens que j'étais vraiment impressionné par la réaction de Gates. Il s'est pas laissé démonter, hein. Il se justifiait comme ça à peine. Bill Gates, c'est alors qu'il a réussi son coup. La plupart des constructeurs d'ordinateurs adoptent aussitôt son système Windows, inspiré du Macintosh. Pour Apple, c'est la catastrophe. Submergé par cette concurrence inattendue beaucoup moins chère, les ventes du Macintosh s'effondrent littéralement en quelques semaines.
Soudain, pour la première fois de son histoire, Apple était très inquiet pour son avenir, car plus personne n'achetait de Macintosh. Pour sortir de la crise, John Sculley, rappelez-vous, celui que Jobs a fait venir 2 ans plus tôt, va prendre une mesure alors impensable. Virer le père du Macintosh, le fondateur d'Apple. Pour Steve Jobs, la désillusion est cruelle. Viré à 30 ans, il doit se résoudre à une longue traversée du désert. C'est impensable ce qui s'est passé. Personne à l'époque n'aurait pu le prévoir parce qu'il était l'âme d'Apple. Ça semblait vraiment n'avoir aucun sens. Où est-ce qu'on va, là? Steve Jobs doit tout recommencer à zéro. Il va essayer de reconstruire une nouvelle société d'informatique qu'il appelle Next. Mais cette fois-ci, moins de réussite, ça ne décollera jamais. 12 ans plus tard, Bill Gates est maintenant le maître du monde. Il règne sans partage sur l'informatique mondiale. 97% des ordinateurs de la planète tournent avec son programme Windows. Son entreprise, Microsoft, est la plus puissante du monde. En revanche, Apple, seul à résister face aux géants, n'a cessé de perdre du terrain. Sa part de marché s'est réduite comme peau de chagrin, seulement 3%. Pire, le 5 février 1997, Business Week titre « La chute d'une icône américaine ». Apple se dirigeait inévitablement vers sa mort. Ils ont essayé plusieurs PDG, ça n'a marché avec personne. Les gens n'avaient vraiment plus confiance. Même les fans les plus fidèles abandonnaient leur Mac pour se mettre au PC. Pour éviter la mort d'Apple, le PDG en exercice d'alors, Gilbert Amelio, va tenter le tout pour le tout. Sa dernière carte avant que la firme ne baisse pavillon, faire appel à un homme providentiel. Le gourou des débuts, celui qui représente l'âge d'or d'Apple, Steve Jobs. Avec quelques années de plus, il a maintenant 42 ans. Août 97, le fondateur signe son retour avec une grand-messe, comme à la belle époque. Attendu comme le messie par les derniers fidèles de la marque, Steve Jobs va leur annoncer son plan de sauvetage pour éviter la mort d'Apple. Et c'est un vrai coup de théâtre. Je voudrais vous annoncer un grand partenariat aujourd'hui, très important pour Apple. Il s'agit de Microsoft. Stupéfaction dans la salle. Je sais. Certains croient même à une blague, mais Steve Jobs est très sérieux. Je suis très fier que nos compagnies aient pu résoudre leurs différends d'une manière très professionnelle. Et j'ai un invité très spécial à vous présenter en duplex par satellite. Il va apparaître tout de suite sur l'écran. Et voici son invité surprise, l'homme qui l'a trahi, Bill Gates. Bonjour. Conspué par le public, il incarne alors l'ennemi juré en personne. Un des moments les plus excitants de ma carrière, c'est quand j'ai travaillé avec Steve sur le Macintosh. Cela paraissait impensable. Les deux frères ennemis ont passé un accord pour solder les comptes du passé. Steve Jobs renonce à toute poursuite judiciaire contre Bill Gates, qui l'accusait d'avoir plagié son Macintosh. En contrepartie, Bill Gates lui fournit des programmes pour ses ordinateurs et un gros chèque de 150 millions de dollars. Cela ressemble à un pacte avec le diable. Steve Jobs veut tout faire pour sortir Apple de cette situation désespérée. Mais cet armistice entre les deux rivaux ne durera pas très longtemps. Quelques années plus tard, Steve Jobs a enfin sauvé Apple de la mort, grâce au succès de ses ordinateurs, au design très audacieux. Il va alors de nouveau déterrer la hache de guerre contre son ennemi. Nous sommes en 2001 et ce n'est pas avec un ordinateur qu'il déclenche les hostilités, mais avec ce petit appareil, l'iPod, son lecteur de musique numérique. À un vrai coup de maître, l'appareil rencontre un énorme succès planétaire, plus de 50% du marché. Jobs veut en faire l'arme de la reconquête face à la domination de Microsoft. Et pour cela, il n'hésite pas à ressortir du placard un bon vieux souvenir. La fameuse pub 1984 contre le puissant Big Brother.
Mais dans cette version, il y a un petit détail qui a changé. Il concerne la jeune rebelle. À la ceinture, elle porte un iPod. 20 ans après l'invention du Mac, Steve Jobs veut toujours nous prouver qu'il est meilleur que les autres.